Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous parler du fructose et de ses effets négatifs sur l'organisme lorsque l'on dépasse nos capacités métaboliques de traitement et celles-ci sont malheureusement pour nous assez restreintes comme nous allons le voir. Le fructose est le sucre que l'on trouve en abondance dans les fruits, le miel, le sucre de table et dans une moindre mesure dans les légumes. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose, alors continuons. L'évolution des mammifères nous a dotés d'une enzyme spécifique, la cétohexokinase ou fructokinase, pour métaboliser le fructose, c'est-à-dire le convertir en glucose, et de nombreux métabolites comme le lactate, glycérate, citrate, etc. Cette enzyme est surtout présente dans le foie, mais également en petite quantité dans l'intestin grêle, de façon à prévenir une arrivée massive de fructose dans le foie et le protéger ainsi d'un éventuel impact brutal. On appelle cela la capacité de clairance. Le traitement du fructose dès l'intestin est donc hépatoprotecteur. La nature fait bien les choses. Mais notre capacité de conversion au niveau intestinal et hépatique reste assez faible et se limite au traitement de quelques grammes de fructose par digestion. Lors d'une consommation importante de fructose, même dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire chez un sujet jeune, en bonne santé, avec une muqueuse intestinale en bon état, ne présentant aucune dysbiose, ce qui veut dire aucun trouble de la flore intestinale, eh bien une grande partie du fructose sera absorbée par l'intestin, notamment par le duodénum et le jéjunum, mais seule une assez faible quantité sera traitée, métabolisée, en raison de notre faible capacité enzymatique à ce niveau. Nous avons physiologiquement une faible capacité de clairance. Le fructose restant arrivera au foie par la veine porte où il sera à ce niveau métabolisé en partie en glucose. La partie restante, la plus importante, sera quant à elle directement transformée en graisse, en triglycérides. C'est un fait métabolique et génétique parfaitement connu. Nous voyons que même avec un système digestif en bon état, le fructose en quantité produit très facilement et très rapidement de la graisse. Mais ce qui est moins connu, c'est que lors d'un afflux important de fructose dans l'intestin, et puisque la plus grande partie de la population présente dès 40 ans, en raison de notre alimentation moderne, une dysbiose, c'est-à-dire une flore intestinale pauvre, déséquilibrée, une muqueuse souvent altérée et un défaut d'absorption plus ou moins important en fonction du niveau de la dysbiose, beaucoup de ce fructose ne sera pas absorbé par l'intestin, traînera, progressera dans celui-ci et sera également transformé en graisse plus loin, directement dans le côlon, par les bactéries coloniques, cette fois-ci non pas en triglycérides, mais en acétate, en propionate et en butyrate. Des graisses qui comptent parmi les métabolites du fructose dont je vous parlais au tout début de ce podcast, surtout en acétate. L'acétate étant un composé organique volatile, une graisse à chaîne courte de carbone, très acidifiante, qui pour les grands consommateurs réguliers de fructose et autres sucres finira par envahir le tube digestif. Lorsque l'on se trouve à produire de l'acétate dans l'estomac, c'est-à-dire du vinaigre, l'acétate c'est du vinaigre, on est dans une dysbiose bien avancée, très acide, avec une forte perturbation du microbiote digestif, avec des brûlures difficilement supportables, souvent avec reflux en raison d'une vidange gastrique trop lente. Des graisses plus lourdes, composées de nombreux carbones, seront également élaborées dans l'estomac et se déposeront dans l'estomac, puis dans tous les organes, la peau, le foie, le pancréas, les poumons, le cerveau également. Ces graisses particulières appelées céramides sont très inflammatoires. Notre faible capacité à métaboliser le fructose rend donc ce sucre très adipogène. C'est le sucre par excellence qui produit de la graisse instantanément et qui, si l'on n'y prend pas garde, mène à la stéatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire le foie gras. Nous engraissons le foie des canards avec du maïs et le nôtre avec du fructose issu du maïs, que l'on trouve un peu partout dans l'industrie agroalimentaire, surtout dans les glaces industrielles et les sodas. Le fructose, au-delà de quelques grammes par digestion, mène donc facilement à la stéatose hépatique, mais aussi à l'hyperlipidémie, au syndrome métabolique, au surpoids, à l'obésité, à l'insulinorésistance, au diabète, à l'hypertension
et aux maladies rénales et cardiovasculaires. Tout cela est aujourd'hui très bien étudié, documenté et largement publié. Je mettrai d'ailleurs sur ma page Facebook de très belles études issues de revues scientifiques prestigieuses. L'étude de la stéatose hépatique non alcoolique démontre parfaitement que le foie est engraissé par les sucres, le fructose en particulier, et non par les graisses alimentaires. Le nombre de stéatose hépatique non alcoolique diagnostiquées a plus que doublé ces 2 dernières décennies chez les adolescents. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque la plupart d'entre elles n'est pas diagnostiquée. Nous sommes très loin du meilleur des mondes dont je parlais il y a quelques instants. De plus en plus d'adolescents sont en surpoids en raison d'une grande consommation de fructose et de glucose. Cette capacité du fructose à nous engraisser a, durant l'évolution des mammifères et de l'humanité, été une chose plutôt positive, puisque cela nous permettait, durant la saison des fruits, de constituer des réserves de graisse, donc des stocks énergétiques pour les mois hivernaux de frugalité. Engraisser son foie et remplir ses cellules graisseuses durant les moments d'abondance n'était pas problématique, puisque temporaire, cyclique, en alternance avec des moments de privation. Je disais tout à l'heure que la nature faisait bien les choses, mais elle n'avait pas prévu les grandes consommations de fructose permanentes d'aujourd'hui. Nous vivons désormais dans un contexte complètement différent de celui prévu par la nature. Nous vivons dans un monde où l'homme a contourné les cycles naturels, un monde où la profusion est pérenne. Nous consommons du sucre toute l'année, tous les jours, plusieurs fois par jour. J'en profite pour vous rappeler que le sucre de table est composé de 50% de glucose et de 50% de fructose et qu'il représente l'apport majeur de fructose dans notre alimentation. Mais en plus de cela, nous pouvons consommer à volonté, 12 mois par an, toutes sortes de fruits très sucrés en provenance du monde entier. Plus encore, nous sommes fortement incités à consommer des jus de fruits en quantité et poussés par un phénomène de mode, ainsi qu'une forte puissance marketing, à ingurgiter sans modération des smoothies en tout genre. La capacité de clairance et d'absorption intestinale se trouve donc pour beaucoup de consommateurs dépassée en permanence et la production de graisse est de ce fait incontournable et constante. Notre consommation de fructose vient en plus d'une alimentation déjà souvent pléthorique, très rarement pour compenser une alimentation insuffisante. Si on ajoute à cela une activité physique limitée, on comprend aisément que la consommation de fructose actuelle devient problématique. Il est à noter que lors des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qui est très courant, l'inflammation de la muqueuse réduit davantage la clairance intestinale et le fructose active encore plus la lipogenèse. La lipogenèse, c'est la production de graisse de novo. L'absorption intestinale se trouve également réduite en cas de dysbiose inflammatoire et le fructose stagnant dans l'intestin aggrave cet état inflammatoire. C'est un cercle vicieux qui reste enclenché tant que la consommation de fructose et de sucre en général ne sera pas réduite. Nous consommons facilement trop de fructose. La production de fructose était de 250 000 tonnes en 1800. Elle était de 110 millions de tonnes, soit 440 fois plus en 1999. La consommation par habitant dans les pays industrialisés a été multipliée par 100 en un siècle. Une consommation boostée par l'utilisation accrue en 1970 du sirop de fructose-glucose issu du maïs pour la confection des sodas et autres produits sucrés industriels. Entre 1970 et 1990, l'utilisation du sirop de fructose-glucose a augmenté de 1000%. Entre 1935 et 1996, le diabète de type 2 diagnostiqué a augmenté de 765%. La nature n'avait pas prévu cela, elle aime le temps, l'adaptation, l'évolution et pas la surcharge brutale. Faisons le point avant de progresser. Un flux important et régulier de fructose vers le foie l'oblige à produire des triglycérides, ce qui l'engraisse et provoque une hyperlipidémie, c'est-à-dire la présence d'une grande quantité de graisse dans le sang, triglycérides et cholestérol. Les triglycérides seront stockés dans les cellules graisseuses un peu partout, préférentiellement au niveau de l'abdomen et de ses organes. Les grands consommateurs de fructose ont un mésentère rempli de graisse. Le foie, malade de cette graisse, devient
insulino-résistant, puis l'organisme entier devient insulino-résistant, ouvrant la porte au syndrome métabolique et au diabète de type 2, fléau des temps modernes s'il en est. Un petit détail au passage, le fructose stimule l'appétit, diminue la satiété et baisse le métabolisme, ce qui n'arrange pas les choses. Continuons. Un apport massif et répété de fructose force le foie à le métaboliser en partie en glucose, ce qui mène à une production importante de métabolites intermédiaires comme le glycéraldéhyde ou le déhydroxyacétone phosphate, des métabolites qui finissent par perturber le métabolisme propre du glucose et son utilisation pour fournir de l'énergie, ce qui est extrêmement problématique puisque lorsque l'utilisation du glucose à des fins énergétiques échoue, c'est logique, il est transformé en graisse et stocké dans les cellules graisseuses. Et puisque l'organisme devient progressivement insulino-résistant, eh bien l'utilisation des graisses stockées devient difficile, puis très difficile, puis impossible. Je rappelle que le glucose est fourni par le sucre de table, mais aussi en grande quantité par tous les féculents. Les personnes insulino-résistantes ont beaucoup de difficultés à utiliser le glucose issu des féculents et les transforment directement en graisse corporelle. Avançons. Lors d'une consommation importante de fructose et autres sucres, les cellules graisseuses au sein de notre tissu adipeux, le tissu adipeux c'est l'ensemble de notre graisse corporelle, eh bien, prennent du volume, s'hypertrophient jusqu'au point critique où un phénomène d'apoptose est enclenché. L'apoptose c'est la mort cellulaire. Avant de mourir, les cellules graisseuses produisent des cytokines, c'est-à-dire des messagers chimiques qui vont alerter les macrophages de leur mort imminente. Les macrophages sont des globules blancs chargés d'éliminer les éléments pathogènes de l'organisme, y compris les cellules mortes. Alertés donc, les macrophages vont affluer et infiltrer en masse le tissu adipeux et cerner les cellules hypertrophiées et mourantes, ce qui donne une forme particulière aux cellules graisseuses malades appelées Crohn-like structure. En effet, chaque cellule malade de sa graisse trop importante se trouve alors entourée de plusieurs macrophages et donne l'impression d'une forme de couronne. Ce type de tissu adipeux est caractéristique des grands consommateurs de glucose et de fructose. Le problème, c'est que des macrophages émanent des molécules très inflammatoires bien connues, interleukine 6 et TNF-alpha. Chez les personnes obèses, plus de 90% des macrophages infiltrent le tissu adipeux. Vous imaginez à quel point ce phénomène est inflammatoire, une inflammation responsable de la survenue de l'insulinorésistance, source de tous nos malheurs métaboliques, y compris bien entendu des maladies cardiovasculaires. Avançons davantage. Le fructose est bien connu pour favoriser la glycation, un phénomène extrêmement oxydatif, accélérateur du vieillissement. Être hyperoxydé, c'est vieillir plus vite et malade. La peau, les tendons, les articulations, les organes détestent la glycation. C'est un peu comme une caramélisation des cellules. Le sucre caramélise, c'est bien connu, et le fructose plus encore que le glucose. La glycation oxyde, elle perturbe fortement la communication intercellulaire et crée de graves troubles métaboliques. Lorsque les macrophages sont atteints par une glycation excessive, ils dysfonctionnent et induisent la formation de plaques d'athérome dans les artères, provoquent des thromboses. Le cholestérol sain et absolument vital par nature devient alors délétère et athérogène, oxydé par ce processus de glycation. Le fructose, en quantité, induit donc des maladies cardiovasculaires, mais aussi rénales. On appelle cela des maladies cardio-rénales. Et les scientifiques s'inquiètent de l'épidémie constatée ces dernières décennies. L'une des explications, et non la moindre, est la forte augmentation d'acide urique que provoque le fructose. L'excès d'acide urique s'appelle l'hyperuricémie, et c'est bien souvent l'excès de fructose qui en est responsable, et non pas l'excès de viande et d'abat, comme le fait penser la croyance populaire, influencée par une médecine qui a trop longtemps négligé et même ignoré les méfaits d'une forte consommation de fructose. Mais ne nous trompons pas, l'acide urique
À l'origine, c'est un composé chimique indispensable à notre fonctionnement métabolique. C'est un allié majeur de notre santé et il ne faut surtout pas en avoir un taux trop bas. Un acide urique bas, c'est un marqueur de maladie neurodégénérative. Il est indispensable d'avoir un taux correct d'acide urique au niveau du cerveau et de tout le système nerveux. Les parkinsoniens ont un taux d'acide urique dramatiquement bas. Leurs nerfs ne bénéficient plus de ce puissant protecteur. L'acide urique est le plus efficace de nos antioxydants, plus encore que le glutathion, pourtant considéré comme le roi des antioxydants. L'acide urique est également un excellent antidépresseur. Protecteur des tissus nerveux, donc, mais de tous les tissus conjonctifs et de tous les organes, poumons, intestins, peau, etc. Trop peu d'acide urique et vous aurez tous les malheurs dermatologiques. Le taux idéal d'acide urique se situe entre 45 et 55 mg par litre de sang. En dessous de 35, c'est l'alerte maximale, on allume le gyrophare et on remonte rapidement le taux d'acide urique, mais pas par le biais du fructose, bien sûr, plutôt en augmentant vos apports d'abats et de sardines, par exemple. Comme toute bonne chose, l'excès d'acide urique devient nocif. Et au-delà de 63 mg par litre, on cherchera à faire baisser naturellement le taux d'acide urique par le biais de l'alimentation, surtout pas par celui de la médication. L'allopurinol, le médicament largement employé pour traiter l'hyperuricémie, réduit nettement l'espérance de vie. C'est publié. L'acide urique est donc un ami qu'il faut surveiller, bien plus que le cholestérol. Mais trop élevé, bien sûr, le risque de maladie cardio-rénale augmente. Trop bas, ce sont les nerfs qui en pâtissent et l'organisme en général avec une réactivation séquentielle des différents herpès virus, les grands méchants immunosuppresseurs. Il n'est pas bon d'avoir un acide urique bas en ces temps de Covid. Donc, attention à l'hyperuricémie corrélé à une grande consommation de fructose. Il est extrêmement difficile d'être en hyperuricémie en consommant de la viande en quantité. Mais il est en revanche très facile d'être en hyperuricémie en consommant du fructose en quantité. Alors, ne craignez pas la consommation de viandes diverses, à bas compris, car votre taux d'acide urique restera équilibré. L'idéal est de se situer dans la normale haute. Mais surveillez votre consommation de fructose qui fera dépasser aisément le taux optimal. Passons au dernier paragraphe avant la conclusion. De plus en plus d'études paraissent sur le lien entre la dysbiose intestinale, provoquée par un excès de fermentation lié à l'ingestion massive de sucres divers et variés, et la dépression. Un intestin malade, c'est un cerveau qui ne va pas bien, il n'existe plus de doute là-dessus. L'inflammation intestinale se transmet au cerveau par plusieurs biais, notamment le nerf vague qui relie les deux organes et sert d'autoroute aux multiples molécules inflammatoires. Là, je vous l'ai fait courte. Une étude de décembre 2015 publiée dans Psychoneuroendocrinologie démontre que l'adolescence est une période critique pour le développement d'une dépression future en raison d'une grande consommation de fructose. Le fructose stimule l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Pour faire simple, c'est l'axe qui relie le cerveau aux glandes surrénales et qui contrôle les réponses hormonales face aux différents stress. Le fructose hyperstimule donc cet axe et la production de cortisol jusqu'à épuisement, ce qui perturbe fortement les comportements, l'humeur, les émotions et même la digestion. Le fructose en quantité crée de l'anxiété et une altération des 966 gènes qui régulent cet axe. Une autre étude met en évidence une nette amélioration après une baisse du fructose durant 4 semaines du score d'Hamilton. C'est un test d'évaluation de l'intensité des symptômes dépressifs. Une amélioration de 65,2%. C'est 2/3 tout de même. C'est extrêmement intéressant. Les sucres, surtout le fructose, installent une flore pauvre et une orientation vers une flore Prévotella. Je vous ai expliqué les différentes flores dans le podcast numéro 2. La flore Prévotella, la pire des flores, la plus agressive, et qui est reconnue comme caractéristique des troubles majeurs dépressifs. Ça, c'est publié dans The Journal of Affective Disorders
excusez pour l'accent, d'août 2015. Et lorsque l'on prend des antidépresseurs, un mauvais ratio Firmicutes sur Bacteroidetes, les deux grandes familles de bactéries de notre microbiote, s'installe et mène inexorablement au surpoids, voire à l'obésité. C'est bien connu et depuis longtemps, les antidépresseurs font grossir. On sait désormais pourquoi. En conclusion, ne dépassez jamais ni votre capacité de clairance intestinale, ni votre capacité d'absorption intestinale de fructose. Si vous avez tendance à prendre du poids facilement, celles-ci sont réduites. Si vous ballonnez dans les 2 heures après ingestion de fruits, si vous avez des gaz en quantité, alors vous fermentez et faites de la graisse avec votre sucre. Alors c'est bien joli tout cela, mais concrètement ça correspond à quoi? Eh bien, je vous l'ai dit en fait au tout début de l'enregistrement, quelques grammes de fructose par digestion. Cela veut dire un fruit à la fois, une pomme, une poire, une pêche, quelques fraises, un peu d'ananas, une part de melon, de pastèque. En règle générale, 2 fruits par jour suffisent. 5 fruits et légumes, ce n'est pas 5 fruits. Les agrumes, citron, orange, clémentine, pamplemousse, les fruits rouges, les kiwis sont assez pauvres en sucre et riches en vitamine C, alors profitez-en. Excite les grands verres de jus de fruits et les smoothies. Les fruits, ça se mange, ça ne se boit pas, car c'est le meilleur moyen de consommer du fructose en masse sans même s'en rendre compte. Évitez de consommer des fruits lors d'un repas comprenant des féculents. La fermentation risque d'être excessive en raison d'un apport de sucre conséquent. Blanchissez toujours vos légumes avant de les cuisiner. Ce procédé retire une bonne partie des sucres fermentescibles. Et je ne vous parle même pas des sodas. Une seule canette de 33 centilitres dépasse largement notre capacité de métabolisme par digestion. Ou alors si, parlons des sodas sans sucre. On les évite également. Les édulcorants sont une catastrophe pour la flore intestinale. C'est 100 calories, certes, mais vous fermentez et faites de la graisse avec vos édulcorants. Les bactéries de la flore de fermentation adorent les faux sucres. Donc, conserver les fruits plaisir et de saison. En ces moments de préoccupation écologique, c'est plutôt sain pour vous et pour la planète. À bientôt!